Cette édition repose sur la traduction, l'annotation de Jean-Claude Schneider. Et de cette traduction, on peut dire ce que Celan lui-même disait de Mandelstam dans une fameuse lettre de 1960. « Rarement j'ai eu, comme avec sa poésie, le sentiment de cheminer aux côtés de l'irréfutable et du vrai, et ce, grâce à lui. Nous autres lecteurs, ceux du moins qui n'entendent pas le russe et qui lisions Mandelstam dans des traductions diverses, parfois difficiles, nous avons eu le sentiment définitif de cheminer aux côtés de l'irréfutable et du vrai Mandelstam grâce à Jean-Claude Schneider. Cette édition est en 2 volumes, je l'ai décrit pour le public. Le premier rassemble sous le titre « Œuvres poétiques » La Pierre, Tristia, le livre de 1928, des poèmes non rassemblés en recueil ou non publiés, les cahiers de Vorojnech, des poèmes non inclus dans les cahiers, et 2 appendices, les poèmes de jeunesse et les délicieux poèmes pour enfants. Ils sont précédés d'une préface du traducteur et d'une préface d'Anastasia de la Fortelle, qui signe aussi les notes et les commentaires. Le volume 2 comprend les œuvres en prose, parmi lesquelles Le bruit du temps, de 1925, des proses éparses, des essais de poétique, le recueil de la poésie, qui contient le texte fameux de l'interlocuteur, le timbre égyptien de 1928, et des textes dont Mandelstam ne verra jamais la publication, notamment le prodigieux Entretien sur Dante, dont j'espère nous aurons l'occasion de parler. J'attire l'attention des lectrices et des lecteurs sur la préface, la deuxième préface donc, de Jean-Claude Schneider aux œuvres en prose, au titre magnifique « Rouge tison de la rage littéraire ». Ce qui frappe en lisant Mandelstam dans la traduction de Jean-Claude Schneider, c'est sans doute la fougue et la ferveur de ce poète. On tombe d'accord avec la célèbre citation de Pasolini, citée d'ailleurs par Dutli dans la préface, dans la biographie Mandelstam Mon-temps, mon fauve, qui avait été publiée au bruit du temps. Je cite cette formule de Pasolini, qui est tardive, elle est de 72. « Léger, intelligent, spirituel, élégant, voire même exquis, joyeux, sensuel, perpétuellement amoureux, d'ailleurs la biographie l'atteste, honnête, clairvoyant et heureux, même dans les ténèbres de sa maladie nerveuse et de l'horreur politique, juvénile, ou même presque gamin, ragazzo, dit le texte italien, saugrenu et cultivé, fidèle et inventif, souriant et endurant, Mandelstam nous a offert l'une des œuvres les plus heureuses du siècle. Bonheur donc et jouvence de Mandelstam, qui est aussi d'ailleurs souligné par Seamus Heaney dans un texte de 86, quand il dit c'est extraordinairement vivant et convaincant, le plus grandiose des hymnes à la souveraineté de l'imagination poétique. Comme toujours, Mandelstam écrit de façon jubilatoire et convaincante dans le siècle des détresses. Qu'il y ait une convergence profonde entre Mandelstam et la défense de la poésie dans la revue Poésie, c'est ce qui ressort évidemment à plusieurs signes. Claude en parlera peut-être tout à l'heure, en évoquant les numéros 35 et 52. Tu peux le faire tout de suite si tu veux. Oui. Dans le micro. Avec un micro, j'avais oublié. Ça existe. Ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche là, le micro? Oui. Oui. Ok. Non, Martin, librement, j'insère ces mentions de numéros de poésie. En effet, Mandelstam est depuis très longtemps présent dans Poésie. Une des premières fois, sinon la première, c'est le numéro 35, c'est-à-dire en 1985 tout de même. Il y avait une traduction de l'interlocuteur, ce texte donc fondamental dont nous aurons certainement l'occasion de reparler un peu. Et puis, c'était accompagné d'un texte de Martine Broda, Paul Celan, lecteur de l'interlocuteur. C'est le point sur lequel probablement nous reviendrons peut-être à la fin, si nous avons le temps de cette rencontre. Et puis, il y avait eu aussi, dans le numéro 52, donc
de poésie. En 1990, il y avait eu Paul Celan, alors là des textes de Celan, la poésie d'Ossip Mandelstam, et c'était en fait c'était les textes d'une intervention de Celan sur une radio allemande à propos de Mandelstam. C'est absolument magnifique, hein, les textes de Celan sur Mandelstam, c'est passionnant, et évidemment on y reviendra, le lien Celan-Mandelstam est fondamental pour Celan. Comme pour Jean-Claude et comme pour Claude aussi, puisque c'est deux figures qui dominent, hein, oui. Qui, si je criais, oui. Dans des positions très importantes. Évidemment, je disais, donc la présence dans la revue même, la figure de Mandelstam et son rapport à ce que De Guy appelle souvent l'ère du témoin, hein, c'est-à-dire cette figure et on peut dire cette espèce de cordée de poètes témoins, un lien impressionnant et qui ressort très bien des proses qui nous sont présentés dans le volume entre philologie et poésie, hein, notamment dans le texte sur Chénier, dans l'entretien sur Dante, et puis la figure du poète traducteur. Alors, je voudrais juste, avant de laisser la parole à Jean-Claude Schneider, citer dans sa traduction la fin des notes sur André Chénier, parce qu'elle me semble indiquer un peu l'esprit de notre rencontre. Ainsi s'effondrent en poésie les frontières entre nations et les éléments d'une langue s'entrapellent avec ceux d'une autre, par-dessus la tête de l'espace et du temps. Une fraternité s'affirme en toute liberté dans le patrimoine de chacune d'elles et unit tous les idiomes. Des consanguinités se font fraternellement signe au sein même de cette liberté et familièrement se hèlent. Hein, c'est une très forte... En fait, Mandelstam vient de montrer comment son Chénier lui rappelle Pouchkine. Alors, pour évidemment animer cette rencontre, hein, nous avons demandé à Annie Eppelboin hein, de nous accompagner, mais la parole est immédiatement à Jean-Claude Schneider, que nous remercions, pas simplement de sa venue, mais de sa traduction, qui est pour nous un événement tel hein, qu'il nous a poussé à vous inviter dans le cadre de ces entretiens. Eh bien, merci à vous. Je voudrais d'abord, pour commencer, vous plonger d'emblée dans ce qui me semble le plus beau poème de Mandelstam, ayant trouvé un fer à cheval. Je vais le lire et après je vous dirai quelques mots sur la manière dont j'ai conçu ma traduction. Ayant trouvé un fer à cheval, regardant la forêt, nous disons, ceci est la forêt, vaisseau et mature, fût rose, jusqu'à la cime soulagée de leur poids de pelage, qu'ils grincent sous la bourrasque, pin solitaire, dans l'air en rage, à nu. La sonde, fixée au pont qui danse, sous le talon salé du vent, garde l'aplomb. Et le navigateur, dans sa soif dévoreuse d'espace, allant dans les liquides fondrières le fragile instrument du géomètre, confronte à l'aimant du sein terrestre la rugueuse surface des mers. Humant, nous, les larmes de résine suées au flanc de la coque, nous rassasiant la vue de ces planches rivées en cloison, les emboîta un autre que le placide charpentier de Bethléem, le père des voyages, ami de l'habitant de mer. Nous disons, elles aussi furent de la terre, cette incommode à échine d'âne, leur cime oublieuse de ses racines, sur l'illustre dos des monts, elles bruissaient sous l'averse insipide, en vain proposant au ciel d'échanger contre pincées de sel leur précieux lest. Où commencer? Tout craque, vacille, l'air tressaille de comparaison. Pas un mot qui l'emporte sur l'autre. La terre bourdonne de métaphores et les agiles carrioles à deux roues que tire une meute diaprée d'oiseaux fondus dans l'effort se disloquent, à rivaliser avec les favoris s'ébrouant sur l'hippodrome. Trois fois heureux qui, dans le chant, glisse un nom, le chant qu'embellit le mot qui nomme à longue survie parmi les autres.
de ses compagnons le distingue son bandeau de front, le guérit de l'évanouissement des trop fortes, enivrantes odeurs, comme frôlement de mâle ou effluve de pelage de bêtes robustes, ou même ce qu'exhale un teint que paumes écrasent. L'air vient à s'obscurcir comme l'eau, et toute vie y nage, poisson, de ses nageoires s'ouvrant chemin dans la sphère, la danse, la flexueuse, la peine tiédie, un cristal. Si meuves, roux, chevaux rétifs, la moite terre noire de Néer qu'éventre chaque nuit encore et encore fourche, trident ou charme. Pétrit l'air, aussi épais que terre. En sortir on ne peut, et dur y pénétrer. Bruissent, secoués d'un battoir viride, les arbres. Enfants jouant aux osselets avec des vertèbres d'animaux morts. La précaire chronologie de notre ère touche à sa fin. Merci pour ce qui fut. Moi-même, je me suis trompé, empêtré, perdu dans mes comptes. L'air teintait comme une boule d'or creuse, fondue, que personne ne soutient, et, à peine effleuré, répondait oui et non. Ainsi répond l'enfant, je te donne la pomme, ou je ne te donne pas la pomme. Et son visage est le moule exact de la voix qui dit ces mots. Le son encore, quand la cause du son a disparu, résonne. Le cheval gît dans la poussière, s'ébroue dans sa sueur, mais la brusque torsion de son cou garde en mémoire les jambes déjetées du galop. Lorsqu'elles n'étaient pas 4, était le nombre des pierres du chemin, quadruplement réitéré à chaque arrachement de l'ambleur dans sa fièvre à la terre. Ainsi, trouveur de fer à cheval souffle sur sa poussière et d'une laine le fourbit pour qu'il luise, puis l'accroche au-dessus du seuil, afin qu'il y repose et plus jamais n'arrache au silex d'étincelles. Les lèvres d'homme, celles qui n'ont plus rien à dire, conservent le dessin du dernier mot prononcé. Et dans la main reste la sensation de pesanteur malgré l'eau de la cruche à demi répandue avant la maison. Ces paroles ne les prononce pas ma bouche. La terre les exhume comme grains pétrifiés de froment. Les uns sur les monnaies figurent un lion, d'autres une tête. Dans la terre gisent toutes sortes de galettes, cuivre, or, bronze, qu'un même respect confond. L'âge, dans ses efforts pour les ronger, y a imprimé sa dent. Le temps, comme une monnaie, m'entame, et déjà, à moi-même, je ne suffis pas. Il s'agit d'un long poème écrit en vers libre, sans doute à peu près, le seul écrit en vers libre, véritablement. Non, il y en a un autre quand même. À Moscou, il a été écrit à Moscou en 1923. Je laisse peut-être la parole à Claude Mouchard qui veut... Oui, très librement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me reprenez aussitôt. Non, c'est un poème que j'ai lu. Ah oui, c'est un poème que j'ai lu et relu depuis longtemps. Cette traduction, encore une fois, votre traduction là, est magnifique et libératrice en quelque sorte pour les lecteurs français par rapport à ce poème. Oui, ce poème, comme vous le disiez, je ne fais qu'écouter ce qu'on dit. Moi, je mets quelques mots là, c'est en tant que lecteur de poèmes simplement. Donc, comme je crois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais vous le reconfirmez, c'est probablement le seul poème de Mandelstam écrit en vers libre. Et sans doute est-ce lié au fait aussi qu'il y a une sorte de modèle, en tout cas de tradition pindarique, n'est-ce pas? Puisque le poème a été publié quelques fois avec le sous-titre « Fragment pindarique ». Donc, une filiation grecque qui est de toute façon présente chez Mandelstam, bien sûr, et revendiquée chez Mandelstam. Et vous voyez, par exemple, quand dans le poème, à un moment, il est dit il est question de la terre, cette incommode à échine d'âne, mais c'est quasiment une citation de Pindare.
Voilà. Donc la filiation grecque, là, est particulièrement passionnante. Non moins passionnante, cette filiation, dans le cœur du poème, qui est une course de chars. C'est-à-dire, c'est un poème, je m'excite un peu, pardonnez-moi, mais vraiment, c'est un poème fabuleux. C'est un poème qui commence avant de commencer, en quelque sorte. C'est-à-dire, il va dire son début, non pas au milieu, mais disons à la fin du premier tiers. Où commencer? Tout craque, vacille. Mais le commencement n'advient que après tout un merveilleux passage où il s'agit de navigation, d'embarcation, de planches qui craquent, etc. Et puis ça commence. Pas où commencer. Où commencer? Et où commencer? À ce moment-là, le poème devient une course de chars. C'est bien ça. Si je dis des bêtises, vous m'interrompez. Devient une course de chars. Et à double, je dirais, à double sens. Enfin, pas à double sens, mais à deux niveaux. La course de chars, c'est d'abord la course de tous les traits qui vont composer le poème. Comme si, dans le poème, voulait s'imposer telle comparaison, telle sonorité, tel mot. Et il y a une rivalisation entre les composantes du poème en formation. Et puis ensuite, c'est le poème lui-même qui entre dans la course et qui, se formant, devient ce champion qui se précipite sur l'arène, sur la piste, sur la course. Donc c'est vraiment un poème d'un dynamisme absolument fantastique. Il se compose sous nos yeux, il dit qu'il se compose sous nos yeux, et puis ensuite il va y avoir cette espèce de fantastique, on pourrait dire dépression, silence, du vide. C'est passé, c'est du passé, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui va rester, hein? Et donc, tout d'un coup, une espèce de fluidité menaçante où tout est en suspens, tout est sur le point de s'éteindre. Donc vraiment, cette immense courbe du poème que Jean-Claude Schneider vient de vous lire, qu'il a merveilleusement traduit. Enfin, je parle du résultat pour un lecteur français, je ne lis pas le russe, mais le résultat en français. Vraiment, c'est un des grands poèmes, très très grands poèmes du XXe siècle. Pardonnez-moi, voilà, j'ai fini. Eh bien, ce poème, vous venez d'en donner le contenu, de le commenter en tout cas. Le traducteur, lui, est confronté à d'autres problèmes. Il n'est pas confronté à une signification, mais plutôt à un buissonnement de signification, à une une agglutination de mots, à une matière qui fait image ou qui, en quelque sorte, résonne. Et c'est cette résonance que le traducteur se doit de traduire. Je ne fais pas allusion seulement au phénomène sonore. On peut penser là à Mallarmé, par exemple. Il y a dans la poésie de Mandelstam, et dans sa prose aussi, bien sûr, un appel à tous les sens. L'ouïe, la vue, on verra tout à l'heure, j'en donnerai des exemples. L'ouïe, la vue, le toucher, même les odeurs, tous les sens sont convoqués pour participer à la sensibilité que dégage le poème, à cette résonance. Donc il faut que j'explique un petit peu comment je suis venu à cette traduction. C'est dans les années 65, je crois à peu près, que Paul Celan m'a donné son recueil Niemandsrose, dans lequel se trouve un poème dédié justement à Mandelstam, à son frère Ossip, avec qui il échange un bras, le gauche, le droit, etc. Et en même temps que ce livre, Paul Celan m'a dit, voilà, je vous donne aussi ma traduction de Mandelstam, qui était un poète que je ne connaissais évidemment pas, et je vous engage à le lire, car c'est un grand poète, le grand poète de notre époque. J'ai donc lu Mandelstam dans cette traduction de Paul Celan, en allemand, alors que je ne connaissais pas un seul mot de russe à l'époque. Je l'ai lu pendant quelques années, et lorsque Claude Esteban a décidé de fonder la revue Argile, il m'a demandé d'apprendre une autre langue et de lui proposer des textes. J'ai donc choisi à ce moment-là d'apprendre le russe pour traduire Mandelstam. Et c'est là que j'ai publié un premier choix de poème dans cette revue Argile. Donc je reviens à la manière dont j'ai conçu cette traduction. C'est donc ce buisson ténébreux que le traducteur se doit de transposer et de faire résonner. Je précise que je ne me suis jamais soucié des commentaires.
quand j'ai fait cette traduction, je me suis confronté uniquement aux mots du poème et à cette résonance. En pensant à cette phrase de Mandelstam dans l'entretien sur Dante, là où se décèle une commune mesure entre la chose et sa narration, les draps ne sont pas froissés. La poésie n'y a pas couché. C'est dire que l'anecdote qui est tout de même au départ du poème est enfouie quelque part au fond du poème, mais ce n'est pas elle qui domine, c'est ce à quoi le poème a abouti, en fidélité ou dans l'oubli de cette anecdote. Et c'est là que j'ai voulu suivre le poème, justement, dans cette solution terminale qui est présentée sur le livre. C'est ce que cette démarche qui consiste à enfouir l'anecdote, donc au fond du poème, c'est ce que Mandelstam appelle, toujours dans l'entretien sur Dante, la convertibilité de la matière poétique. Bon, tout le monde sera d'accord pour penser qu'il se passe la même chose en peinture, et je rappellerai que Braque disait que le tableau devait tuer le sujet. Donc c'est un peu la même idée. C'est la même idée qu'on retrouve aussi chez Paul Celan, dans son merveilleux texte Le Méridien, où il dit « La poésie brûle ses étapes ». Cette formule est très laconique chez Celan. Elle est développée par une métaphore chez Mandelstam, toujours dans Le bruit du temps, lorsqu'il dit « Traverser en un éclair toute la largeur du fleuve qu'encombre d'agiles jonques chinoises faisant voile en tous sens, ainsi naît le sens de la parole poétique. Cet itinéraire, impossible de le retracer en interrogeant les bateliers. Ils ne sauraient dire de quelle manière ni pourquoi nous avons sauté d'une jonque à l'autre. » D'où le titre de mon introduction à la traduction des poèmes, « Cheminer vers l'obscur ». Et là, je rappellerai une autre phrase de Celan qui m'a beaucoup marqué. En marge de son texte sur le Méridien, il a noté des petites phrases, dont celle-ci. « Si tu n'as pas donné à ton poème son obscurité congénitale, tu n'as pas écrit de poème. » Il en a même fait un poème. Voilà, c'est de là que je suis parti pour faire cette traduction. Pour ce qui est de la forme, je n'ai pas gardé les rimes, car l'expérience prouve, les lectures que j'ai faites de poèmes traduits avec des rimes prouvent que lorsque vous regardez les mots qui se trouvent à la rime, le premier est effectivement dans le texte de l'origine, mais le deuxième en général n'y est pas. Et oui. Donc j'ai voulu garder tous les mots du texte russe et n'en ajouter aucun. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas traduire les rimes, bien que Brodsky dise qu'il s'agit à ce moment-là de trahison. Écoutez, j'ai lu des traductions rimées, des poèmes rimés traduits en rimes, avec des rimes. Et souvent, ça m'a fait penser au jeu de bourrimé au casino de Saint-Jean-de-Mont. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, je trouve qu'on arrive à des poèmes de Mirliton. Voilà. En fait. Exactement. Voilà. Donc, en revanche, j'ai voulu garder le rythme. J'ai sauvegardé toujours un rythme qui n'est pas celui de l'original, bien sûr. C'est impossible. Je n'ai pas gardé non plus un rythme régulier pour tout le poème. J'ai essayé, pour éviter justement le ronron de l'alexandrin ou des autres vers qu'on connaît, qui sont rythmés en français, pour éviter cette monotonie, j'ai fait alterner un rythme souvent pair, 11, 9 ou 13, 11, ou voilà. Voilà comment j'ai procédé. Si bien que lorsque mes éditeurs m'ont suggéré de changer un mot ou l'autre,
ou de modifier une formule. Évidemment, il m'a fallu recomposer le tout, parce que je ne pouvais pas admettre d'emblée ce qu'il me proposait, ce qui m'a amené parfois à refaire une strophe entièrement. Bon. Mais c'est très bien, je leur sais gré des observations qu'ils m'ont faites. Je pense que... J'ajoute un mot. Vous Oui, avez parlé de rythme. Oui. C'est une notion tout à fait fondamentale pour Mandelstam. Dans les souvenirs de Lipkin, qui a beaucoup connu, enfin beaucoup rencontré Mandelstam, c'était un jeune écrivain visiblement très, très à l'aise. Enfin, Mandelstam lui parlait volontiers, ses souvenirs sont très éloquents. Il y a des réflexions. Alors, il discutait de poésie. Et que pensez-vous des vers de un tel et un tel? Et je suis frappée par la redondance d'une réplique qui se mettait en colère, Mandelstam, en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez aimer ce poète ?» etc. Et il disait « Il n'entend pas le rythme. Il n'écoute pas le rythme. Il n'entend pas le rythme. Ça revient sans arrêt. » Autrement dit, c'est le rythme, c'est du rythme que naît le poème. Et le rythme et la signification sont véritablement consanguins. Donc, vous avez parfaitement bien fait de souligner que s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de poésie de Mandelstam. Oui, la rime, c'est autre chose. Oui, j'ajoute juste pour ce qui concerne Brodsky, qui a des fulgurances extraordinaires sur la poésie en général. Ah oui, oui. Il est tout de même ignorant de la langue française, de la culture française et de la poésie française, ce qui pose problème dans ses jugements, parce que pour lui, évidemment, il n'y a pas de poésie sans prosodie, alors qu'on peut dire que pour la France, c'est quelque chose qui nous est très éloigné. Et pour autant, on peut rendre une poésie effectivement rythmée par autre chose qu'une construction prosodique classique et qu'une métrique. Alors que pour lui, comme pour les spécialistes, on va dire en Russie, il n'y a de traduction possible que si on reprend la structure métrique du poème. Alors, inutile de dire que, voilà, vous avez dit la formule, ça donne des vers de Mirliton. Bien, je voudrais vous lire maintenant quelques passages de prose. D'abord, un texte tiré du... Je le trouve, pardon. Tiré du timbre égyptien. Il s'agit d'une foule qui passe dans la rue alors que la personne qui parle se trouve chez son dentiste. Alors elle voit par la fenêtre cette foule qui se déplace dans la rue. Occupant la rue au poids, une foule s'avançait dans un bruissement de prières. Au centre, un espace de forme carrée restait vide. Ce soupirail qui laissait apparaître l'échiquier du pavement avait son usage, son système. Il y avait là 5, 6 hommes, comme s'ils étaient les organisateurs de toute la procession. Leurs pas faisaient penser à des officiers d'ordonnance. Au milieu, épaules rembourrées, col couvert de pellicule. La reine de cette ruche étrange était cet être que les aides de camp poussaient prudemment, qu'il dirigeait, vigilant, dont il prenait soin comme d'une perle. Dirait-on qu'il était sans visage ? Non, le corps avait une tête, mais dans une foule, les visages ne comptent pas. Seuls nuque et oreilles ont leur vie propre. Et cela avançait. Épaules, cintre gonflé de ouate, veston d'aprasquine, richement semé de pellicules, nuque irritée, oreilles de chien. Ce sont tous des vendeurs de brosses parvinrent à se dire Parnok. Parnok, c'est le héros du timbre égyptien, qui est un personnage à la Gogol, dans un petit récit assez surréaliste par moments et assez surprenant sous la plume de Mandelstam, avec beaucoup d'ironie, comme on le verra. Ayant pris naissance quelque part entre la rue au foin et la ruelle de la farine, dans les ténèbres des drogueries et des tanneries, sauvages pépinières à pellicules, à punaises, à oreilles décollées, ce bizarre remue-ménage propageait nausée et contagion. Il répand une odeur d'intestin gonflé, songeait Parnok, tandis que pour une raison quelconque lui revenait en mémoire l'horrible mot tripe,
et il eut un léger haut-le-cœur en se souvenant que quelques jours auparavant, dans un magasin, une vieille femme avait devant lui demandé du mou. Mais en fin de compte, la cause de sa nausée était l'ordre effrayant qui tenait la foule sous son empire. Obéissant à leur caution solidaire, tous étaient garants que parviendrait en bonne et due forme au vivier des rives de la Fontanka le cintre pelliculeux. Il aurait suffi que quelqu'un, fût-ce par la plus timide des exclamations, se porte au secours du possesseur de ce calamiteux col, estimé plus cher que la zibeline et la martre, pour qu'il se trouve dans de beaux draps suspects, qu'on le déclare hors la loi, le précipite dans le carré laissé vacant. Un vrai tonnelier, là, était à l'œuvre, la peur. Donc la peur, c'est le sentiment qui domine ce récit du timbre égyptien, écrit en 1928, mais qui relate une journée qui se serait passée en 1917. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce... Je peux dire un mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, j'ai été frappé. J'ai été frappé au passage, dans ce que vous venez de lire, par le fragment suivant, l'ordre qui tenait la foule sous son emprise. L'ordre, et il y a, me semble-t-il, je parle en lecteur, disons, en pur lecteur, simple lecteur en français de Mandelstam, dans vos traductions, mais il me semble qu'il y a chez Mandelstam, dans l'ordre du poético-politique, il y a une sensibilité et une façon de faire, même plus qu'une sensibilité au sens passif, mais de faire surgir dans ses poèmes, en le formant, ce qui tient les formes du pouvoir, les emprises du pouvoir, les emprises de la puissance. Il les fait surgir, il les oblige en quelque sorte, en les disant, à se présenter sensiblement dans le poème. Ça, je crois que c'est très très frappant, et ce passage-là était tout à fait significatif. Je crois que vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire à ce sujet. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des sens qui sont convoqués par Mandelstam dans son écriture. Il y a évidemment dans le bruit du temps l'espace sonore est convoqué de façon très, très ample, mais la vue est une chose qui est aussi essentielle chez Mandelstam, et on va voir de quelle manière il décrit un groupe de sourds et muets qui traverse la place, toujours dans ce timbre égyptien. À cet instant-là, des sourds et muets traversaient la place, leurs mains tissaient un filet véloce. Ils conversaient. Le plus âgé commandait la navette, les autres le secondaient. À tout bout de champ, un gamin courait de côté en écartant les doigts, comme pour demander qu'on les libère d'un fil venu se mettre en travers et risquant de contrarier le tissage. Ils étaient 4, mais avaient droit pour eux tous à 5 écheveaux. Il y en avait un de trop. Ils parlaient un langage d'hirondelle et de mendiants, et, sans cesser de faufiler l'air de leurs larges piqûres, ils en faisaient une chemise. Voilà la manière dont Mandelstam peut décrire et nous mettre sous la vue directement une scène qu'il a vue ou qu'il a inventée, ça je ne saurais le dire. Toujours pour parler du rôle de la vue chez Mandelstam, je vais vous lire un passage concernant les peintres, la peinture, et très précisément la peinture française, dont il avait vu une exposition à Moscou, exposition Choukine en fait, alors qu'il commençait à préparer son voyage en Arménie et qu'il était revenu à Moscou pour chercher du matériel. Donc, ce chapitre s'appelle « Les Français ». Il s'agit évidemment des impressionnistes français qui sont présentés là-bas à Moscou pour la première fois, je suppose. Alors j'ai tendu mon regard, plongé mes yeux dans l'ample vasque de la mer pour en chasser tout grain de poussière, toute larme. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'est l'impératif de la couleur, audace des maillots bleu ciel, orange. Couleur qui n'est rien d'autre que le sentiment d'un départ que la distance pigmente et que le volume enferme. Au musée,
le temps tournait en harmonie avec le sablier. Le résidu de semences rouges briques s'écoulait, l'ampoule de verre se vidait, puis de celle du dessus vers la fiole, du dessous se redéversait la même limaille de simoune dorée. « Salut Cézanne, sympathique grand-père, travailleur assidu, sublime gland des forêts françaises. » Sa peinture authentifiée sur la table de chêne d'un notaire de campagne. Lui, immuable comme un testament rédigé, en pleine santé mentale, par une mémoire sans faille. Je suis quant à moi envoûté par une nature morte du vieillard, coupée sans doute le matin même, des roses, charnues et lisses, couleur de thé particulièrement jeune, ni plus ni moins que des boules de glace jaune à la chantilly. En revanche, je n'ai pas aimé Matisse, un artiste pour Richard. Le rouge de ses toiles est un sifflement de soude. La joie des fruits gorgés de sève lui est étrangère. Son pinceau puissant ne guérit pas la vue, elle lui insuffle une force de taureau au point que les yeux se gorgent de sang. Et puis, je n'ai que faire de ces tapis d'échiquier et de ces odalisques. Lubie de chat, comme le chat de Perse, lubie de chat d'un maître parisien. Plates et légumières, les couleurs de Van Gogh. Par un mauvais coup du sort, se sont vendus 20 sous. Comme un suicidé de chambre meublée, Van Gogh crache le sang. Dans le café de nuit, les lattes du plancher penchent, sombres, pareilles à des chéneaux sous la rage électrique, et l'auge étriquée du billard rappelle un creux de tombe. Jamais je n'ai vu un tel coloris aboyer. Et ces paysages maraîchers pour mécaniciens de locomotive. Un chiffon humide les a tout juste débarrassés de la suie déposée par les trains de banlieue. Ces toiles, où il a barbouillé l'omelette de la catastrophe, parlent comme les schémas d'un manuel, comme les images d'une école Berlitz. Et ainsi de suite. Bon, pour terminer, si vous le voulez bien, j'aimerais vous lire encore un poème. Court, celui-là, qui est un poème qu'il a écrit dans un de ses deux recueils, dans son premier recueil, La Pierre. L'insomnie, Homère, et se tendent les voiles, survoler le catalogue des vaisseaux. Leur longue nichée, ce cortège de grues déployé un jour au-dessus de l'Ellade. Triangle d'ailes vers d'étrangers rivages. La tête des rois dans la divine écume. Vers quel bord nageant? Que vous importerait, hommes achéens, sans cette Hélène, Troie? Homère, la mer, tout par l'amour ému. Qui écouter? Voici qu'Homère s'est tu, que noir à mon chevet vient bruire la mer et dans un pesant grondement vaticine. C'est un poème de 1915. Merci. Je voulais juste quand même rappeler que votre décision de ne pas traduire les rimes par des rimes trouve une exception dans vos traductions des poèmes pour enfants, et je crois que ce n'est pas du tout un hasard, parce que, évidemment, ces poèmes pour enfants, une grande partie de leur charme tient à leur rythme et à leur rime, et là, on n'a pas du tout affaire à des poèmes de Mirliton, mais des poèmes pour des fistons, peut-être. Et j'en citerai deux, parce qu'ils me semblent particulièrement réussis, justement par l'accord de la rythmique et de la rime. Un poème qui s'appelle L'œuf, ou œuf plutôt. Un œuf à la poule reproche. Tu m'as pondu, c'est quoi qui cloche? Pas couvé à point, je suis moche et sans forme comme une loche. Et je n'ai plus envie d'éclore. N'as-tu ni honte ni remords? Et je te regarde pour l'œuf, ouais.
Et un poème très beau, hein, donc c'est des poèmes en effet pour enfants, hein, qui s'appelle « Tous dans le tram ». Alors là, effectivement, la rime n'est pas respectée comme un système a priori qui écraserait la métrique, hein, mais au contraire, elle vient à point quand elle se donne. J'ai pris quelques libertés pour Oui. l'ordre des rimes, évidemment, par rapport à l'original, mais je dois dire que je ne me suis pas tellement écarté du texte. Je n'ai pas rajouté beaucoup de mots comme on pourrait le croire. Avec son œil tout rouge et là, le tram roule dans la pénombre et emporte avec lui le gars qui mémorise bien ses nombres. La couturière et son aiguille qu'elle a piquée dans sa mantille, le garçon qui n'est pas un cancre à plumes neuves et flacon d'encre. Le cireur a un petit banc et le frotteur de l'encaustique, la mouche après les voyages, mouillée, légère et sans bagage. Avec nous, inconnus, des gens s'en vont quelque part, c'est logique. Seul l'accordeur est en retard, le piano faisait des canards. Annie Epelmoin. Je pense qu'on reviendra avec vous tous sur les poèmes. Simplement, je crois qu'il faut quand même évoquer, cette fois-ci, je pense que c'est indispensable, la vie. La vie, parce que la vie de Mandelstam, c'est le siècle, c'est le temps, et la vie, la poésie, et évidemment le siècle, sont totalement imbriqués. Et puisqu'on a fait appel au sens, j'ai pensé que j'allais vous présenter une série de portraits de Mandelstam que je trouve extrêmement frappants. Bon, ça, c'est le portrait du jeune homme. Je ne sais pas exactement, enfin, je n'ai pas cherché. Est-ce qu'il avait 20 ans? Est-ce qu'il avait 18 ans? Est-ce qu'il en avait 22? Voilà un jeune homme de bonne famille. Il est né dans une famille de commerçants en tannerie juifs de Lituanie. C'est important de le dire parce qu'il y a la question des langues. Son père, jusqu'au bout, parlait très mal le russe et parlait l'allemand. Et Mandelstam a appris évidemment à fond l'allemand, on va le revoir, mais avec son père échangeait ses lettres en russe, mais son père répondait souvent en allemand. En revanche, la mère de Mandelstam était russophone, d'une famille, disons, plus aisée, plus cultivée, parfaitement formée à la culture, la littérature russe. Et évidemment, d'elle, il tient cette parfaite aisance dans cette langue. Et en même temps, je pense que ce petit décalage par rapport à la russophonie lui permet une liberté, une espèce d'élan qui a quelque chose à voir avec sa création poétique. Peut-être une manière d'entendre la langue. Une manière de l'entendre et au fond de ne pas hésiter à s'en fiche un peu par moment. Donc en 1891, voilà que naît chez ce couple un premier fils, Ossip. 91, c'est une date importante pour la culture et la poésie russe. C'est la naissance aussi de Tsvetaeva, de toute une pléiade de jeunes gens qui vont devenir des figures de la littérature. Sa famille est, disons, originaire de la Lituanie et assez migrante, comme l'ont été tous les juifs de cette région. Et là, je fais un petit rappel qui me semble important. Dans cette Russie tsariste, le sort des juifs n'est pas exactement le même que celui de ceux qui sont nés russes de nationalité. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle la zone d'assignation à résidence qui a été créée au XVIIIe siècle lorsque l'Empire russe s'est constitué, qui va de la Lituanie, des pays baltes, jusqu'à la mer Noire, c'est-à-dire dans ces zones qui ont été incessamment conquises par les Russes, reprises par les Polonais, par les Allemands, occupées ensuite par les Allemands, ensuite par les Roumains, etc. Et c'est inextricable. Se dire juif russe ou juif polonais, pour moi, c'est de la rigolade, parce que tout dépend de la date dans laquelle on se situe. Voilà.
Donc, en tout cas, plutôt juif de Lituanie que juif d'Ukraine, mais on y reviendra en parlant de Cézanne. Il y a là aussi quelque chose de très fort, et pour la question des langues, et des bi- ou trilinguismes, ou non-linguismes, ou multilinguismes, ou extralinguismes, et de cette question de la naissance. Ensuite, la famille s'installe, disons, par étapes successives, définitivement à Saint-Pétersbourg, qui est la capitale des tsars, à la différence de Moscou, l'ancienne capitale, qui va redevenir capitale, pardonnez-moi, je n'ai pas de voix aujourd'hui, qui va redevenir la capitale à l'époque soviétique. Saint-Pétersbourg restera toujours la capitale intellectuelle, la capitale des arts, ville plus raffinée que ne le sera jamais Moscou. Ensuite, il entre à l'école Ténichev, c'est-à-dire une espèce de lycée de très haute tenue. Et je vais juste insister un peu sur ses études, car il a fait des études classiques, très poussées, très appuyées, qui comptent énormément pour sa génération et pour sa poésie, à lui en particulier. Dans ce lycée Ténichev, l'enseignement est assez libre, et bien évidemment, tout le monde écrit des vers. On a l'occasion de se les réciter en public, et il faut insister, là encore, sur le caractère oral. Il y en a pour qui c'est évident et d'autres pour qui ça l'est moins. La poésie russe se lit en public depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ce lycée, c'est vraiment un creuset pour les jeunes talents. Ensuite, il se trouve qu'il va venir à Paris. Et ce n'est pas tout à fait par hasard. Et je vais parler un peu de ses voyages, parce que, de toute évidence, pour Mandelstam, la patrie, c'est sinon la terre entière, du moins l'Europe. Et il la connaît réellement, à la différence de la génération qui va suivre et qui sera bloquée dans les frontières de l'Union soviétique. Donc à Paris, il va à la Sorbonne, comme tout le monde. Il fait sans doute un petit peu d'études. On n'a pas de traces brillantes de ses résultats. C'était un peu un dilettante, il faut le dire. Mais tout de même, il va suivre les cours de Bergson et la philologie romane l'intéresse au plus haut point, la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance. Puis il revient à Saint-Pétersbourg, où il y a eu François Villon, il y a eu la chanson de Roland, tout ça, évidemment, perdure dans sa poésie. Il revient à Saint-Pétersbourg, et là, je rappelle que pour, justement, les enfants juifs, il n'était pas du tout évident d'entrer à l'université, qu'on soit brillant ou pas, parce qu'il y avait le numerus clausus, qui contrôlait le pourcentage très limité d'étudiants juifs. Il fallait être brillantissime dans tous les domaines pour pouvoir être admis à l'université, ce qui n'était pas le cas de Mandelstam. Il repart donc, voyage en Suisse avec ses parents, et il s'inscrit à l'université de Heidelberg, où, comme beaucoup de Russes, de Géorgiens, enfin, de l'époque. Il suit donc des cours à Heidelberg de philosophie. Ça aussi, c'est important, la veine philosophique. Puis ensuite, il se rend en 1919, donc, il a donc une vingtaine d'années, il se rapproche, une fois rentré à Saint-Pétersbourg, de la revue Apollon, qui était une revue symboliste, on va dire, à l'époque. Donc, il commence par le symbolisme, il s'en éloigne, il passe par l'acméisme, mais finalement, peu importe les groupes, il est lui-même. Et il fait des lectures publiques, mais il est encore jeune, il veut étudier. Pour pouvoir contourner cette question du numerus clausus, selon toute évidence, c'est la raison pour laquelle il va se faire baptiser, même pas orthodoxe, dans une église baptiste, c'est-à-dire protestant, dans son passage à Viborg. Moi, on m'a dit l'église méthodiste. Enfin, je ne pense pas que ce soit d'une importance extrême. Toujours est-il qu'à ce moment-là, il peut s'inscrire à l'université de Saint-Pétersbourg, où il va étudier les langues romanes, dans lesquelles il est déjà tout à fait à son aise en faculté d'histoire et de philologie. Et jusqu'à l'automne, il fait, comme le font tous les intellectuels de Saint-Pétersbourg, des voyages incessants entre la Finlande, qui est au fond le lieu de villégiature des gens de Saint-Pétersbourg, la frontière est juste à côté.
et Saint-Pétersbourg. On y reviendra sur l'importance de Saint-Pétersbourg. C'est évidemment le foyer d'où rayonne une vie extrêmement intense. En 1913, il publie son premier livre de poèmes sous le titre « La pierre ». Et il continue des études, il passe des examens tout de même, enfin il est à peu près sérieux, en latin, en logique, introduction à la linguistique. Et Clément Marot, ça m'amuse, enfin ça nous amuse, nous ceux qui sont passés par là, on va dire. Et il ne terminera pas tout à fait bien ses études, puisqu'il n'aura pas son diplôme final. Mais tout de même, il suit les cours, il passe des examens. Il fait la connaissance de Goumiliov, qui deviendra, ou qui est déjà le mari de Akhmatova. Et il va à ce moment-là être à 100% pris dans la vie intellectuelle de cette capitale, et tout en suivant des cours. Il passe des examens de latin, par exemple. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Et puis la guerre commence. Il part sur le front, où il pense d'abord s'enrôler comme infirmier, puis il renonce. Et d'après Akhmatova, il a été bouleversé en découvrant à Varsovie, on va dire, quelque chose qui a rapport avec sa judéité, c'est-à-dire un ghetto, un véritable ghetto, et aussi l'exode forcé des Juifs du front russe, parce qu'ils sont astreints à émigrer du front. On les soupçonne de connivence avec les Allemands. Et il arrive en mauvais état à Saint-Pétersbourg. À ce moment-là, pendant les années de guerre, cette fois-ci, la résidence chérie, on va dire, des poètes, ça sera plutôt la Crimée, et en particulier Koktebel, où il va aller régulièrement. Quand il le peut, il y a là une facilité de vie sous le soleil, dans une espèce de pauvreté méditerranéenne, qui facilite les communes, on va dire, ou communautés de poètes. Et c'est là d'ailleurs qu'il reviendra jusqu'aux années difficiles. Il y rencontre Tsvetaeva et il revient avec elle à Moscou. Moscou, à ce moment-là, on peut dire, lui est présenté par Tsvetaeva, avec qui il va être très lié pendant un temps relativement court. Puis de nouveau, il retourne à Pétersbourg et itinère entre Pétersbourg et Moscou. J'aime, il faut le dire, la géographie, et je pense qu'elle est très inscrite dans la vie et l'œuvre de Mandelstam. En 1918, il vit à Petrograd. Et on va voir tout à l'heure un poème qui s'appelle Leningrad. Alors, Saint-Pétersbourg est le nom de l'ancienne Russie tsariste. À partir du moment où on est en guerre contre les Allemands, on russifie le nom de Saint-Pétersbourg et Péter devient Piotr, enfin, donc ça devient Pétrograd en racine slave. Puis ensuite, à la mort de Lénine, comme vous savez, ça deviendra Leningrad, avant de revenir, enfin je passe sur le temps présent. Donc en 1918, il vit à Pétrograd, c'est le nom officiel, qui restera pour lui Pétersbourg, mais en même temps qui va devenir Leningrad peu de temps après. Et là, il s'engage dans la vie nouvelle, la vie intellectuelle soviétique, et il a une charge au commissariat du peuple à l'instruction. Il dirige la section du développement artistique. Enfin, il s'engage, il essaye de trouver sa place. Dieu sait que ce sera difficile pour lui dans sa vie, dans sa génération et dans le temps présent. Et il collabore à diverses revues, je passe, et commence alors cette période très dure pour tous les, en particulier les intellectuels et les écrivains russes. Dans cette période de la guerre civile, c'est la misère. Encore, quand on est ouvrier, on peut avoir une cantine. Mais quand on est écrivain, on n'a rien. On meurt de faim, on meurt de froid, on coupe les arbres pour se chauffer, on brûle les livres, d'autres l'ont montré, je pense à Bulgakov. Et donc, à ce moment-là, pour survivre, on itinère comme on peut, on cherche du travail, on cherche un emploi, on cherche tout simplement où se nourrir. Donc, durant ces années, il va errer à travers la Russie, vers l'Ukraine, vers Kiev, et c'est à ce moment-là, en 1921, qu'il rencontre Nadejda Mandelstam, qui est une figure extraordinaire.
qu'il épousera sur le tard, mais qui sera, quels que soient les amours de Mandelstam, la compagne de sa vie. On y reviendra, et qui a écrit ces extraordinaires mémoires dans lesquels elle évoque l'époque, le XXe siècle russe, d'une manière bouleversante et profonde, même si, et surtout dans le deuxième tome de ses mémoires, elle a parfois des partis pris discutables sur ce qui est de l'interprétation des poèmes. Donc, avec elle, commence une vie d'errants. Ils n'auront pas de logement fixe, contrairement à d'autres, pas de travail fixe. Et le caractère de Mandelstam est tout de même celui d'un homme extrêmement irascible. On va peut-être passer à la photo suivante. Oui. Le titre est Leningrad. Et j'espère qu'on verra justement la photo du manuscrit pour que vous puissiez me croire que le titre est bien Leningrad. C'est écrit en russe. J'en profite pour dire que par la suite, une fois qu'on ne le publiera plus, j'anticipe un peu, Mandelstam aura comme habitude de faire naître sa poésie dans le son, dans une sorte de murmure et d'articulation, de les réciter, de les élaborer par l'oral. Et une fois qu'il a trouvé vraiment sa version définitive, il le lit, soit à des amis, et en particulier à Nadejda, qui, peu à peu, va les mémoriser. On y reviendra. Donc, l'importance de l'oral. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбы, жир ленинградских речных фонарей. Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя от телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок, и всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек верных. Leningrad. J'ai retrouvé ma ville, connue jusqu'aux larmes, jusqu'aux veines, aux glandes gonflées de l'enfance. Revenu, vite, l'huile de foie de morue des fanaux des rives de Leningrad. Avale. Vite, reconnais-le, ce bref jour de décembre qui mêle au goudron lugubre le jaune d'œuf. Pétersbourg. Je n'ai aucune envie de mourir. Tu as mes numéros de téléphone encore. Pétersbourg. Ma mémoire garde des adresses où je sais pouvoir retrouver la voix des morts. J'habite l'escalier noir et contre ma tempe vient battre, arracher avec sa chair, la sonnette. Et toute la nuit, j'attends des visites chères. Je remue les chaînes de la porte, mes fers. Décembre 1930. 1930, c'est le début. Si on voyait la photo, on verrait le visage extrêmement vieilli de Mandelstam. C'est justement le contraire de cette première photo, un homme marqué par le temps, par l'époque, par la peur généralisée qui règne autour de lui et qu'on retrouve donc dans ce poème. S'il s'appelle Leningrad, ce qui est le nom en 1930 de la ville, dans le poème, il répète, vous l'avez entendu, Pétersbourg. Autrement dit, ça reste pour lui une ville qui n'est pas marquée par l'époque, mais inscrite dans une certaine éternité. On y voit cette idée, il est dans l'escalier noir en russe, c'est également l'escalier de service, d'un homme qui ne trouve plus sa place dans son époque et dans son milieu. Les amis sont morts, ils ont été arrêtés, Goumilev a été fusillé par les soviétiques déjà longtemps avant, et lui-même a eu en 1929 une terrible affaire dont il ne voyait pas vraiment l'ampleur. On l'accuse
dans une de ces, on appelle ça les affaires de 29, Zamiatine a eu le même sort et Bulgakov, on fait un procès sur un prétexte assez futile, une histoire de plagiat, c'est drôle comme Céline, et on le traîne dans la boue du fait qu'on l'accuse d'avoir, pour une traduction de Till Eulenspiegel, avoir plagié un minable autre traducteur sans importance. Et par là même, on le casse. Et on y arrive, même s'il se venge en écrivant la 4e prose, qui est une sorte de feuille virulente contre ce que devient la littérature asservie. Et malgré tout, lui sait qu'il est déjà au banc. Et on retrouve évidemment dans ce poème cette idée qu'il y a dans cette ville beaucoup plus de morts et de téléphones qui ne résonneront plus plutôt que de vivants. Et il y revient, mais avec des chaînes qu'il remue. Il anticipe sur sa propre réclusion. Donc décidément, pas de photo. Ben, écoutez, c'est dommage. Donc je vais continuer à parler de sa vie. Je suis... c'est vraiment dommage. Il écrit son... Voilà, alors cette photo, on l'a vue, donc on passe à la suivante. C'était celle de l'introduction. Là, il est dans sa belle période des années 20, où il a toute une vie intellectuelle autour de lui. Là, j'ai fait exprès de garder le caractère vieilli de la photo, mais on va passer à la suivante, puisqu'on est déjà en 1930. Voilà le poète tel qu'il est dans ces années où il se produit dans des soirées littéraires, il se montre dans les maisons d'édition, il essaye de se faire publier, parfois il y réussit, mais de plus en plus difficilement. Et en tout cas, cette photo est à peu près de l'époque où il a son grand premier procès minable, on va dire, pour cette affaire de plagiat en 29, et à partir de là, on va peu à peu le casser, lui fermer les portes des publications. Je cherche après 29. En 30, c'est là qu'il va publier, ou plutôt se mettre à rédiger cette 4e prose sur laquelle peut-être vous reviendrez. Ensuite, en 31, le voilà qui commence à apprendre l'italien et à s'intéresser à ces grands poètes, Boccace, Pétrarque, Arioste, dont il voudra traduire ensuite les vers. Puis ensuite, il a une deuxième affaire, un jugement. Il est vrai qu'il a un caractère difficile, mais même, il en vient aux mains avec un de ses voisins qui avait frappé sa femme, Nadejda, et à qui il avait répondu. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'à chaque occasion, il est véritablement disons, démoli. On cherche à faire de lui un homme, disons, marginal. Il est systématiquement traîné dans la boue et il ne le supporte pas. Annie, alors, c'est qui? Est-ce que c'est le pouvoir politique? Est-ce que c'est les autres écrivains? 32, c'est l'année de la création de l'Union des écrivains, c'est-à-dire de la mise au pas de la littérature. La littérature devient une sorte de office de tourisme, enfin, je sais pas, un office dans lequel on doit s'inscrire, on doit faire ses preuves pour être admis et donc pour pouvoir être payé. Et il y a à ce moment-là une espèce de prise en force de la littérature par des faux écrivains qui appliquent simplement les recettes des consignes de la littérature officielle et qui sont soit membres du parti, soit très bien avec le régime, et par leur intermédiaire, évidemment, on fait des soirées politiques dans lesquelles on casse ceux qui ne se rangent pas. Ce qu'on reproche à Mandelstam, c'est non pas d'être un opposant, il ne l'est pas, c'est d'être un homme libre, qui dans sa poésie ne se plie pas au canon et ne se plie pas surtout à la règle qui veut que le contenu soit explicite et que les censeurs puissent approuver ou ne pas approuver. Avec Mandelstam, on a affaire à des textes
qui ne sont pas jugeables par des médiocres. C'est passionnant, ça. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il est culbuté vers, on va dire, le dépotoir. Oui. On ne veut pas de lui. En même temps, on n'a aucune raison de s'attaquer frontalement à lui en l'arrêtant ou en le fusillant. Il n'a pas, jusqu'à présent, écrit de vers compromettants, puisque précisément, ils ne sont pas lisibles comme tels. Mais c'est bien ça, je pense, au final, qu'on va lui reprocher jusqu'à la fin qui approche. Moi un mot là-dessus, parce que c'est très important. Quand tu as dit, on lui reproche en particulier, c'est un des... oui, le micro. on lui reproche d'écrire des poèmes dont le contenu n'est pas explicite, c'est-à-dire pas jugeable, selon les critères tout à fait extérieurs d'ailleurs à la poésie, bien entendu. Ça, c'est un point très important. On retrouve exactement la même chose en Chine, sous Mao et à la fin et après Mao. On a accusé des poètes d'écrire de la poésie obscure. Obscure, ça voulait dire on ne peut pas extraire le contenu et le confronter aux normes politiques en vigueur. Et ça a donné lieu à des conséquences terrifiantes. Je pense à ce poète chinois qu'on a traduit dans Poésie aussi. Et le jour où le numéro a été présenté, le numéro de poésie a été présenté, où ce poète était traduit, on a appris que ce poète venait de se suicider, tout simplement. Voilà. Donc la poésie obscure, ça a été un grand débat aussi, obscur au sens exactement où tu le dis, a été un grand débat en Chine. Donc il y a là un point capital dans l'histoire de la poésie et des régimes totalitaires au XXe siècle. Oui, je pense quand même que c'est les soviétiques qui ont donné l'exemple. Ah bah, bien sûr, évidemment. Et Mandelstam en est vraiment cette illustration que, au fond, que reproche la censure à Mandelstam? Rien. Elle ne peut rien se mettre sous la dent. Et c'est bien pire qu'autre chose, parce que du coup, on ne peut pas avoir prise sur lui. Alors qu'autrement, on pourrait lui dire, tu n'écris pas ça, tu le changes. Mais là, comment changer quelque chose qui est strictement illisible? Alors, on va lire Le siècle. Oui, ah oui, alors attends, c'est où? J'ai perdu. C'est page... Alors, on va lire page 236. Voilà, alors... Alors, comment on fait? Peut-être une strophe. Oui. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки, свою кровью склеит двух столетий позвоночки. Le siècle. Micro, merci. Siècle. Le mien, ma bête, qui saura scruter jusqu'au fond tes prunelles, de ton sang souder le rachis du siècle aux vertèbres du précédent. Les choses de la terre à plein dégorgent des ruisseaux de sang bâtisseurs. À peine si au seuil des journées neuves a frissonné le parasite. Tant que dure la vie, la créature raidit son épine dorsale contre la vague qui se fait un jouet de cette invisible colonne. Ce siècle d'une terre enfant est presque tendre cartilage immature. Et de nouveau, ce crâne de la vie, on l'immole comme un agneau. Pour le déraciner, le temps captif, et commencer un monde neuf, il faut, d'un son de flûte, suturer les jours, lier leurs noueux genoux. Ce siècle, au remous de tristesse humaine, aura contaminé la vague. La vipère dans les herbes respire avec le pouls doré du temps. Quand gonfleront encore les bourgeons, jaillira la pousse viride. Mais à toi, mon beau, pitoyable siècle, l'épine dorsale est brisée. Avec un sourire idiot, tu regardes en arrière, faible et cruelle bête fauve qui fut autrefois souple, pour voir la trace de ta patte. 1923. Autrement dit, la situation de Mandelstam, on va dire, dans l'espace, même si Leningrad, Pétersbourg est le centre, est évidemment beaucoup plus vaste. Pour ce qui est du temps,
c'est le siècle, c'est-à-dire beaucoup plus que son époque exacte. Il a une hauteur de vue, et c'est dommage parce que ses portraits le montrent aussi bien. Jusqu'à la fin, il garde ce front très haut et ce regard qui semble englober effectivement le siècle, c'est-à-dire les siècles. Nous arrivons donc à cette époque de 1934, année où il écrit des vers surprenants, parce que là, assez clairs, que nous allons lire maintenant, qui sont les vers à Staline, enfin, qui parlent de Staline. Page 439. Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, и где хватит на полразговора, там припомнят кремлевского горца. Le montagnard du Kremlin. C'est un poème, moi je ne suis pas historien de tout, de connaisseur, mais je crois que c'est un poème terrible qui a terrifié ceux mêmes qui l'ont simplement écouté. Voilà. Ouais. Novembre 1933 en effet. Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays. À 10 pas ne sont plus audibles nos paroles. Mais là où la parole à demi-mot suffit, c'est lui, le montagnard du Kremlin, qu'on évoque. Ses doigts épais sont gras comme des vers de terre. Ses mots infaillibles comme des poids d'un poudre. Parmi ses moustaches, il ricane des cafards. Et les tiges de ses bottes sont des miroirs. L'entoure une racaille de chefs au cou frêle, sous-hommes dont il use comme de jouets. Un qui siffle, un autre qui miaule, un qui pleurniche. Lui seul s'amuse en père fouettard et tutoie. Il forge comme fer à cheval ses oukases. Frappe qui à l'aine, qui au front, qui à l'œil. Toute mise à mort est pour lui délectation et fait se dilater sa poitrine d'ossette. Alors, il a lu ce poème devant des amis, plus ou moins proches, et l'un d'eux, ayant écouté ça, a dit « Ah, moi, je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. » C'est Pasternak. Non, Non, c'est un non-géorgien, enfin un poète pas très connu. Ah, moi j'avais lu ça. Mais... Enfin, bon, toujours d'après on étudiera ce point. On étudiera ce point. Et quelque temps après, a lieu au domicile de Mandelstam, où se trouve également évidemment Nadejda Mandelstam, ainsi que Anna Akhmatova qui était venue de Leningrad pour lui rendre visite, une perquisition qui va durer toute la nuit. On piétine les manuscrits, on cherche, on ouvre la malle, on jette tout à terre, on trouve des poèmes, et au petit matin, on embarque Mandelstam. Les deux femmes restent seules dans l'appartement. Évidemment, des interrogatoires, comme on imagine, et encore une fois, c'est dommage, j'avais ici un autographe de Mandelstam, parce qu'il n'en existait sans doute pas, mais c'est à la Loubianka, à la suite de l'interrogatoire, qu'il a été amené à reconnaître, il y avait eu des dénonciations, qu'il avait composé un poème qui parlait de Staline. Et c'est comme ça qu'on a dans le... Eh bien voilà, une jolie écriture régulière. On voit bien qu'il ne s'agit absolument pas d'un brouillon, parce qu'il n'y a aucune bifure. Et il a simplement écrit ça comme aveu. On peut considérer cette page comme l'aveu de sa faute, la faute d'avoir écrit ce poème et qui lui vaut une condamnation à l'exil. Donc la liberté est terminée pour Mandelstam. On le condamne à un exil définitif, enfin de 6 ans je crois, mais bon, qui sera quasiment définitif, d'abord à Tcherdin. Tcherdin, c'est une petite ville du nord de l'Oural, c'est-à-dire à la limite entre la taïga et la toundra, qui n'est pas vilaine, qui est une ville ancienne, mais qui est si loin de tout qu'il faut quasiment une semaine de transport par des bateaux et par des routes pour y arriver. Et arrivé là, il se sent tellement perdu, déjà en route,
il est accompagné par Nadezhda Mandelstam. C'est la seule, disons, chose qui adoucit la peine. Et là, il a des hallucinations sonores, visuelles, et quand il arrive à Tcherdine, il est interné dans l'hôpital qui se trouve là, et il se jette de la fenêtre du 2e étage. Et bien entendu, il est sauvé par miracle, parce qu'il y avait en dessous des serres de légumes, justement, et il ne peut pas survivre, visiblement. Nadezhda Mandelstam écrit vraiment de toutes ses forces, on peut dire, elle se démènera jusqu'à la fin de sa vie pour son mari, et elle obtient que la peine soit commuée et qu'il puisse, de Tcherdine, et sans repasser par Moscou, être exilé dans une ville plus facile à vivre pour lui, qui est Voronej. Voronej est au sud-est de Moscou, une nuit de train, et c'est une ville déjà plus importante où il y a tout de même des revues, une radio locale dans laquelle il va travailler, et ils vont survivre là de plus en plus misérablement jusqu'à 1937. Et les relations qu'ils vont avoir avec le pouvoir sont terrifiantes. Il faut comprendre que quand on est un écrivain dans le système soviétique, on ne peut pas se devenir, je ne sais pas moi, gardien de nuit dans une usine ou instituteur si on a des diplômes ou quoi que ce soit. Puisqu'on est écrivain, on doit faire le métier dans lequel on est enregistré. Mais, justement, chez nous, pas de problème, quand on est écrivain, on peut devenir prof, ça arrive souvent, ou bien devenir vendeur de tout ce qu'on voudra, de journaux. Mais ce n'est pas du tout le cas. On est astreint à exercer le métier qui est inscrit sur vos papiers d'identité. C'est exactement parallèle, la volonté de contrôler le contenu des poèmes. C'est exactement la même chose. Puisque tu es écrivain, montre que tu l'es. Puisque tu as été enregistré comme écrivain, tu ne peux être que ça. Or, pour ça, il faut être édité. Parce qu'autrement, on ne vous paye pas. C'est bien joli d'écrire, mais d'une part, ce qu'on écrit doit être proposé à des revues qui sont sous contrôle de censure. Si ça n'est pas accepté, eh bien, on n'a pas d'argent. Alors, voilà le cercle vicieux. Tu ne peux pas gagner ta vie autrement, tu ne peux pas faire autre chose qu'écrire, et ce que tu écris, si c'est refusé, tu meurs. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont commencer à mourir peu à peu, parce qu'au début, à Voronej, on est quand même heureux d'avoir un écrivain qui, sans être très connu, Mandelstam n'a jamais eu une grande publicité, mais tout de même, on reconnaît en lui une belle figure, et on lui fait sa place dans des émissions de radio, dans des traductions. Bref, on essaye de l'aider à travailler, c'est-à-dire à gagner son pain. Et peu à peu, l'interdiction tombe, parce que le pouvoir est omniprésent, c'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté d'embaucher quelqu'un sans avoir les autorisations qu'il faut. Et les autorisations, peu à peu, vont cesser. Et donc, on lui refuse tout travail. Et il va survivre pendant les dernières années de Voronej en écrivant, bien sûr, des poèmes, mais que du coup, il n'écrit pas pour que la censure ne puisse pas s'en mêler. Il les lit à haute voix. Et Nadezhda, parfois, les écrit, mais les apprend par cœur et les brûle dès qu'elle les mémorise. Ce qui fait qu'elle va devenir, elle, le réceptacle de cette poésie. Le formidable éditeur, comme on n'en a, à mon avis, jamais vu, qui aura, par sa mémoire et la force de sa volonté, permis qu'une œuvre perdure là où elle aurait pu être perdue. Pardonne-moi, une remarque, ce que tu mentionnes à l'instant me paraît parallèle, comparable à ce qui se passait à Pétersbourg entre Anna Akhmatova et Lidia Tchoukovskaya. Parce que quand Anna Akhmatova, la grande, amie aussi de Mandelstam, mais magnifique poète, à une certaine période dans son appartement de Pétersbourg, appartement collectif, donc elle était surveillée en permanence, quand elle écrivait un poème dans la nuit, elle faisait venir le matin son amie plus jeune qu'elle, Lidia Tchoukovskaya, elle lui récitait le poème. Lidia Tchoukovskaya l'écoutait de manière à l'enregistrer dans sa tête, à le savoir par cœur. Et ensuite, Anna Akhmatova, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, elle ne lui récitait pas le poème, ce n'était pas possible, parce qu'elle aurait été entendue. Elle lui faisait lire le poème sur un bout de papier que Lidia Tchoukovskaya apprenait, et ensuite, Akhmatova brûlait le papier. Et Tchoukovskaya partait ayant le poème en tête. C'était la seule manière de transmettre ces poèmes de Akhmatova.
de fait, Akhmatova venait à Voronezh rendre visite à Mandelstam. Et Nadejda Mandelstam allait à Moscou pour quémander du travail, des traductions, du rewriting, enfin n'importe quel boulot qui pourrait à elle, qui n'était pas directement interdite, procurer un peu d'argent pour le couple. Mais ils ne mangeaient pas leur faim, ils étaient chassés d'un logement à l'autre parce qu'ils ne pouvaient pas payer, et ils vivaient, mais véritablement, comme des misérables, presque comme, je dirais, des SDF. Et puis finalement, à la fin de la peine, ils s'attendent au pire, mais ils peuvent revenir à Moscou et en réalité, sans être ni édités, ni toucher aucun argent, enfin je fais un peu vite, on leur donne finalement une place dans un sanatorium où va se produire la deuxième arrestation, celle-là définitive en 1938 de Mandelstam. Évidemment, il s'y attendait et là, après un passage à la Loubianka, on n'a plus de nouvelles de lui, sauf un dernier télégramme envoyé d'un camp près de Vladivostok, un camp de transit. Et il meurt. La dernière lettre est datée du 10 novembre et le 21 décembre, sa mort, hypothétique parce que qui sait, en tout cas pour ce qui est de la date, il meurt dans ce camp, évidemment en plein hiver et en plein froid. Voilà pour ce qui est des éléments de biographie. Alors on va lire. Voronezh, page 460. Non, il y en a 3, 460, 466. Il faut faire vite les mots. Et ça va peut-être m'interdisant les mers quand même. D'accord. 466. 466. Parce que Voronezh, oui, c'est bien juste. Oui, justement, ça serait intéressant. Oui, on va essayer de faire ça aussi. Лишив меня морей, разбега и разлета, и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы, блестящего расчета, губ шевелящихся отнять вы не могли. Donc un poème de 4 vers. Mai 1935. M'interdisant les mers et l'élan et l'envol, et rivant ma semelle à ce socle de terre, qu'avez-vous obtenu? Éblouissant calcul, vous n'avez pas mis fin au remuement de mes lèvres. Le remuement des lèvres, c'est la clé de voûte de la poésie de Mandelstam. Et les témoins disent, un poème commençait, lorsqu'il se levait, en tout cas pour cette période, les lèvres bougeaient, le rythme venait, et les vers commençaient à naître à la fois dans son esprit et dans sa bouche. Et l'image des lèvres d'argile, des lèvres qu'on ne peut clore, est omniprésente dans sa poésie. Dernier. Oui, c'est si vrai, on pourrait dire ce motif labial, que j'ai été très frappé en lisant l'entretien sur Dante, de le voir surgir comme une clé herméneutique du poème. C'est très frappant parce que vous savez que chez Dante, il y a plutôt une obsession grammatologique. Dragonetti avait écrit un très beau texte là-dessus. Il y a un imaginaire de la lettre écrite, de la lettre tracée dans la pierre, dans le feu, etc. Et Mandelstam, lui, trouve chez Dante non pas un imaginaire simplement grammatologique, on peut dire, ou graphique du langage, mais bien un imaginaire de la prononciation et des lèvres. Et j'aimerais juste citer un passage que vous trouvez dans les œuvres en prose, dans la traduction de Jean-Claude Schneider, qui est le chapitre 8 de cet entretien sur Dante, page 617. C'est vraiment un passage tout à fait extraordinaire. On dirait que Dante a étudié attentivement tous les défauts d'élocution, qu'il a écouté les bègues, ceux qui zézayent ou qui nasillent ou n'articulent pas les sons, et qu'il a beaucoup appris d'eux. Aussi a-t-on envie d'évoquer la coloration sonore du chant 32 de l'Enfer, une originale musique labiale, les lèvres, abo, gabo, babo, tebe, plebe, zebe, converebbe, une nounou, dirait-on, prend part à la création phonétique. Les lèvres tantôt s'arrondissent, comme chez les enfants,
tantôt se distendent en une trompe. Les labiales constituent donc une base chiffrée, un basso continuo, c'est-à-dire une trame qui soutient les accords de l'harmonisation. Viennent alors s'y ajouter des dentales qui explosent, font un bruit de succion, sifflent, voire claquent ou cliquettent. Et je tire au hasard un seul des fils de cette trame, et il cite cagnazzi, riprezzo, guazzi, mezzo, gravezza. Cordes pincées, clappements et explosions labiales ne s'interrompent pas une seule seconde. Et donc cette obsession de la labialité, si ce terme existe, hein, elle devient dans l'entretien une clé herméneutique, ce qui est vraiment une invention. Une invention. Pas du tout un hasard. On va revenir sur ce jeu de miroir entre Dante et Mandelstam. Et comme illustration et comme hommage au traducteur, je vais lire un petit quatrain qui est, à mon sens, intraduisible. Du moins, je le croyais jusque-là. Hein? Пусти меня, отдай меня, Воронеж. Уронишь ты меня, или проворонишь. Ты вырвешь, excusez-moi, mais c'est tellement petit. Ты выронишь меня, как вернешь Воронеж, блажь Воронеж, ворон, нож. Donc, j'hésite parce que c'est écrit tout petit, excusez-moi, mais vous avez compris qu'il y a là, avant même la traduction, un défi phonétique de faire 4 vers sur ces labiales et ces chuintantes avec des retours de rythme incessants. Merci. Donc, avril 1935. Lâche-moi ou renonce à moi, Voronège. Me gêne ta neige, ton ver qui me dévore et me ronge. Abrège mon rêve, ma nage. Lubie Voronège, vorace varan, neige. Voilà. Le traducteur fait ce qu'il peut. Variation autour de Voronège. Dieu sait qu'on est un certain nombre à s'être essayé sur ces... Voilà. Est-ce qu'on a le temps de lire le dernier? Tu n'es pas mort encore? Ou est-ce qu'on revient sur cette question de nom? Alors, page 521. Page 521. Ah oui, d'accord. Еще не умер ты, еще ты не один, покуда с нищенькой подругой ты наслаждаешься величием равнин, и мглой, и холодой, и вьюгой. Donc un poème de janvier 37 est tout à fait la fin. Tu n'es pas mort encore, pas encore seul, tant qu'avec ta compagne mendiante, tu as la jouissance des plaines immenses, des ténèbres, du froid, des tempêtes. Dans ce luxe chagrin, cette pauvreté forte, vis donc paisiblement, consolée. Et bénis soient ces jours, ces nuits. Ma besogne a la voix mélodieuse, innocente. Malheureux, qui a peur, comme de son ombre, d'un aboiement, et que le vent fauche, et pitoyable il est, à demi vivant, si, à l'ombre, il mendie une aumône. Ce portrait terrifiant est celui de quelqu'un qui, de fait, dans une de ses dernières lettres, que je voulais lire, dit « Je suis devenu une ombre », parce qu'il doit écrire aux écrivains, à ses amis, à ceux qu'il considérait comme des amis et qui se détournent de lui pour la plupart, pour mendier tout simplement un peu d'argent. Et cette humiliation, voilà comme elle le dit. « Je suis une ombre ». C'est une lettre à Tchoukovsky de 1937. « Je n'existe pas. Je n'ai qu'un seul droit, mourir. On nous pousse, ma femme et moi, au suicide. Ne vous adressez pas à l'Union des écrivains, c'est inutile, ils s'en laveront les mains. Il existe une seule personne au monde,
à qui pour cette affaire on puisse et on doive s'adresser. Sous-entendu Staline, c'était effectivement le seul recours, c'était ça là, l'autocratie absolue. On ne lui écrit que lorsqu'on considère de son devoir de le faire. Moi, je ne peux être mon propre garant, être mon propre juge. Il n'est pas question d'une lettre de moi, si vous voulez me sauver d'une mort imminente, sauver 2 personnes, écrivez. Engagez d'autres que vous à le faire, il est ridicule de penser que cela pourrait retomber sur ceux qui le feront. Il n'y a pas d'autre issue, c'est l'unique issue historique. Mais comprenez, nous refusons de faire durer cette agonie. Je crois me souvenir, vous allez me confirmer ou m'affirmer, je crois me souvenir qu'il y a l'histoire, je ne sais pas à quelle date exactement, d'un coup de téléphone de Staline à Pasternak sur le cas Mandelstam. Et que si on en croit les propos même de Pasternak, au fond, en quelque sorte paralysé, a été incapable de défendre réellement Mandelstam. C'est resté une conversation tout à fait inutile, tout à fait inopérante pour soulager le sort de Mandelstam. Il a seulement confirmé à Staline, c'est un grand. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc cette photo est une photo des années 30. On voit comment il a très vite vieilli. Et d'ailleurs, les enregistrements de sa voix que j'ai quelque part sont assez mauvais parce qu'il, tout simplement, il faut le dire, il n'avait plus de dents. C'était à ce point-là, à l'âge de à peine 40 ans. La photo suivante, voilà, ça c'était la première arrestation en 1934. Et on voit là ce profil d'aigle qu'il apparentera d'ailleurs à Dante, on va dire, et en même temps, la fierté de son regard alors qu'il est en photographie policière. Ensuite, la photo suivante, voilà, c'est la photo du goulag. Alors, j'aimerais qu'on reste sur la photo suivante pour la fin, la suite de notre conversation. Ça, c'est un manuscrit, mais bon, passons à la suivante. Voilà, c'est pour moi la photo de Mandelstam dans laquelle tout son sort est concentré. Il est arrêté, il a une pancarte, comme un brigand, il est photographié par la police. Et la force de ce regard est stupéfiante. On pourrait ajouter très vite, parce que maintenant il y a une question de temps, mais parce qu'on a peut-être des lectures encore à faire, mais on pourrait ajouter très vite que l'arrestation de Mandelstam, si tu me corriges, si vous me corrigez, de l'arrestation de Mandelstam, de sa détention et de sa mort dans un camp, on n'a aucun témoignage direct. Et je voudrais mentionner ici un texte extraordinaire que je crois vous mentionnez, vous le mentionnez, j'en suis sûr maintenant, je l'ai lu dans votre préface, le texte de Chalamov, beaucoup plus tardif évidemment, Chéri Brandy, un texte formidable, magnifique, et qui aussi, et ça convient tellement à Mandelstam, qui manifeste une intelligence de la poésie de Mandelstam extraordinaire. Donc c'est une des grandes proses dans les récits de Colima de Chalamov, Chéri Brandy. Chéri Brandy, c'est le titre d'un poème de Mandelstam qui est pris par Chalamov de manière un peu dérisoire, parce que c'est un poème qui pourrait paraître un peu joueur, et tout d'un coup, ça devient le titre d'une prose absolument tragique sur la mort d'un poète. Et vraiment, ce que dit Chalamov, je pense qu'un des plus beaux textes Chalamov, et ce que dit Chalamov de la poésie même, qui entre et qui sort, le poète est en train de mourir, et donc le souffle lui manque, et puis la poésie revient en lui comme une marée. Elle pénètre dans ses poumons, elle crépite en quelque sorte dans ses poumons. Ce texte Chalamov est vraiment extraordinaire. Voilà, ça montre aussi cette sorte de continuité de la présence de Mandelstam dans ce que la littérature russe du XXe siècle a de plus fort, de plus nécessaire. Peut-être, Martin, tu voudrais parler de Dante. Et je vais te céder la parole pour parler du portrait littéraire qu'il fait de Dante. Mais ce qui me frappe, c'est que, puisqu'on est dans les portraits, en lisant la description et l'analyse qu'il fait de l'œuvre de Dante, on a l'impression que Mandelstam parle de Mandelstam tel que Dante le verrait. Un Dante qui lui-même serait un Mandelstam, qui anticiperait sur la venue future, 6 siècles après, du poète Mandelstam. Donc, d'abord, qu'est-ce que Dante pour Mandelstam ?
Alors, merci de me poser cette question. Avant d'y répondre directement, je ferai deux observations. La première, c'est que ce qui ressort, me semble-t-il, avec une extrême densité dans les poèmes de Mandelstam, j'embraye ici sur ton parcours biographique, poético-biographique de la vie de Mandelstam. C'est une obsession qu'il nous lègue, et qu'il lègue aussi à Celan. Celan l'interprétera d'une autre manière, mais qu'il lègue à Celan. Qu'est-ce que ça veut dire être de son temps? Et à quel type de contemporanéité le poète doit-il prétendre? Le poème Le siècle que vous avez lu n'est bien sûr pas le seul qui pose la question du siècle. Je lis 3 extraits que je mets en rapport, et ensuite je reviendrai à Dante. Dans un poème tout à fait extraordinaire qui s'intitule « Le 1er janvier 1924 » et qui est dans la traduction de Jean-Claude Schneider, page 253, Mandelstam attaque comme ça. « Celui qui a embrassé le crâne meurtri du temps avec une tendresse de fils se souvient que parmi les congénères du blé, le temps pour dormir couché sous la fenêtre. Qui, du siècle, a soulevé les paupières malades de pommes pesantes, somnolentes, entend l'incessante rumeur lorsque grondent les fleuves des temps fourbes et sourds. » Et donc cette caractérisation du siècle, qui court dans tout ce poème, elle est aussi une espèce de... Elle impose, elle dicte au poète une espèce de tâche qui n'est pas simplement de comprendre son temps ou d'être un poème de son temps, mais un poète qui s'interroge sur ce que cela signifie que d'être contemporain. Et ce thème, il ressurgira évidemment dans De l'interlocuteur. Et à ce titre, on peut citer et opposer 2 poèmes. Un poème célèbre de Mandelstam, qui se trouve dans l'édition page 258, « Nom de personne, jamais je ne fus le contemporain, je n'ai que faire d'un tel honneur. Ô combien me répugne un certain homonyme, ce n'était pas moi, c'était un autre. » Et ce poème se relie directement au précédent, puisqu'il dit « Il a 2 pommes somnolentes, le souverain siècle, et une belle bouche argileuse, mais sur le bras languide du fils vieillissant, il se serre agonisant. » Et à ce poème répond plus tard un poème qu'on trouve, page 403, dans les œuvres poétiques. Minuit à Moscou, c'est ça ? Minuit à Moscou. Dans lequel, alors vous l'avez traduit Minuit dans Moscou. Oui. Non, parce que Minuit à Moscou, c'était une autre traduction, mais la vôtre, c'est Minuit dans Moscou. Minuit dans Moscou, un fastueux été bouddhique, les rues, battues menues sous de minces bottines ferrées, divergent, et suit une espèce d'évocation, comme il sait les faire, fantasmatique. Et là, on retrouve d'ailleurs beaucoup, on trouve beaucoup de racines des évocations urbaines de Celan dans ce type de poème. Plus tard, dans ce même poème, Mandelstam écrit « Il est temps que vous le sachiez, je suis moi aussi un contemporain. Un de l'époque des confections moscovites, regardez mon informe veste et marchez et parlez, je sais, voyez-vous, au siècle, essayez donc de m'arracher, je vous mets au défi, vous cassez le cou. » Et donc, cette manière d'être et de ne pas être contemporain, qui ne correspond pas seulement, à mon avis, à 2 époques de la poétique de Mandelstam, mais aussi à 2 postulations de Mandelstam, cette manière d'être dans et hors, c'est une des clés, me semble-t-il, de son rapport à la littérature en général. Et dans les œuvres en prose que vous trouvez dans le tome 2, Mandelstam, comme tout grand poète, s'invente une espèce de bibliothèque, de panthéon personnel, avec des jeux d'identification tout à fait passionnants. Et parmi ces identifications, les lecteurs français seront très émus de voir que les poètes français ont une bonne place, et notamment Villon. Il y a un texte sur Villon absolument extraordinaire. Alors, ce n'est pas du tout le Villon de Chevob, c'est un tout autre Villon. Mais c'est un Villon qui lui aussi est contemporain, parce que quand Mandelstam les situe, enfin, il est
contemporain de Mandelstam, et il est contemporain de son siècle, puisque Mandelstam, quand il présente ses écrivains, fait la part belle à l'histoire politique, à l'appartenance au siècle. Et il y a un parallèle très frappant au début de ce texte sur Villon, entre Villon et Verlaine. Il dit Villon c'est comme Verlaine, Verlaine c'est comme Villon. Et donc ça, c'est évidemment alors, et par là, il n'indique pas simplement une tonalité particulière du poème, il n'indique pas aussi simplement un type de rythmique poétique, mais aussi un type d'appartenance au siècle. Et c'est dans ce cadre, alors il y a Chénier aussi, il y a un texte magnifique sur Chénier, c'est dans ce cadre que, évidemment, le poète des poètes, c'est-à-dire le poète avec lequel il entretient un rapport d'identification dans la posture, mais aussi évidemment dans le type de poétique qu'il envisage le plus fort, c'est Dante. Alors, avant de passer à Dante, je voudrais juste faire une petite remarque sur ce que tu viens de dire. Je ne dirais pas le mot identification. Je dirais qu'il faut insister là, et tu l'as évoqué, sur la question de l'interlocuteur et la bouteille à la mer. L'image de la bouteille à la mer, ce n'est pas Mandelstam qui l'a inventée, je pense que c'est plutôt Vigny. Bon. Mais elle prend une dimension extraordinaire, profonde, philosophique, je dirais, chez Mandelstam, qui considère que, et c'est là qu'on tient de cette ambivalence, n'en est pas une, il y a deux dimensions du contemporain. Je ne suis le contemporain de personne, ça veut dire je refuse d'avoir comme interlocuteur mon compagnon de génération, celui qui par hasard se trouve être dans mon entourage. Ce n'est pas lui le destinataire du poème. Le destinataire du poème, c'est celui qui trouvera le poème. D'ailleurs, on retrouve ce mot « trouver » dans celui qui a trouvé le fer à cheval. Cette idée qu'il y a des gens qui trouvent, et trouver est actif. C'est pas chercher, c'est vraiment trouver, mais qui contient en même temps, on cherche et on trouve. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un poème qui a été écrit par quelqu'un et qui était destiné, comme une bouteille à la mer, et il file la métaphore, j'ouvre la bouteille, je saisis le poème qui est inscrit dedans, enfin sur un papier contenu dans la bouteille, et je sais que c'est à moi que c'était destiné. Alors, Mandelstam se sent destinataire de tous les poètes qu'il a aimés. Et par là même, puisqu'il était le destinataire, il est leur contemporain. Et c'est là qu'il faut introduire la notion d'anachronisme. L'anachronisme est roi chez Mandelstam, non pas au sens de privatif, mais précisément au sens de créer un temps qui est un espace-temps absolument non conforme à l'histoire officielle en tout cas, mais qui permet de se trouver soi-même le contemporain et l'interlocuteur direct du poète qui, dans n'importe quel siècle, a écrit ce poème. Mais, plus intéressant encore, vice-versa. C'est-à-dire que c'est comme si Dante lui-même était l'interlocuteur et le destinataire, je dirais, temporaire, de la bouteille à la mer, c'est-à-dire des poèmes qu'écrit Mandelstam. Et je pense que c'est là la matrice de l'attitude de Celan face à Mandelstam. Puisque Celan est lui-même le destinataire des poèmes de Mandelstam, du coup, c'est tout naturellement qu'il dit tu es mon frère, je te pose la main, la droite, la gauche, etc., reprenant et continuant les métaphores de Mandelstam. Et pour revenir, avant de te laisser la parole sur Dante, Dante est donc tout naturellement l'interlocuteur de Mandelstam qui se trouve en confraternité et contemporanéité dans ce drôle de temps que crée Mandelstam avec ce poète du XXe siècle. Et étant son contemporain, là, effectivement, à partir de là, on peut parler d'identification, mais enfin, dans un sens beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et par là même, il y a des similitudes de traits physiques entre les deux, et même, on pourrait dire que c'est ce qui permet l'anachronisme dans sa vision de Dante. Enfin, là-dessus, c'est toi qui vas parler. Et Celan aussi reprend cette idée d'ailleurs du poème qui est en marche vers quelqu'un dans son entretien, dans son méridien. Et y compris en marche rétroactive. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà le nouveau temps que crée Mandelstam. On peut s'adresser au passé. On s'adresse
vers le passé, l'interlocuteur peut être né et mort 3 siècles avant, il demeure dans une espèce de futur. Il y aurait bien des entrées dans l'entretien sur Dante. J'en choisirai 3 simplement. C'est un texte aussi considérable, me semble-t-il, que l'interlocuteur, et aussi considérable que le Méridien. C'est un texte qui a une hauteur de vue. La première entrée, c'est le type de critique, de geste critique que fait Mandelstam. Alors ce geste, apparemment, il le doit à son professeur de littérature. J'ai découvert ça dans la belle biographie de Dutely, Mandelstam, Mon temps, mon fauve, à ce professeur de littérature qui s'appelait Hippius, qu'il avait à l'école dont tu as parlé, le lycée de Technichev. Et voilà comment Mandelstam évoque le type d'approche qu'il avait. En fait, c'est amusant parce qu'il prend une image qui est celle que Benjamin utilise dans la thèse 10 sur l'histoire, c'est-à-dire le sceau du fauve. Il avait avec elle, la littérature, un rapport bestial, comme s'il puisait là toute sa chaleur animale. Il se chauffait à la littérature, il se frottait contre elle avec son pelage, avec les soies de sa chevelure rousse, de ses joues parasées. C'était un Romulus qui haïssait sa louve et qui, dans sa haine, apprenait aux autres à l'aimer. J'allais chez lui réveiller le fauve littéraire. Un texte prodigieux. Et de fait, on voit bien que, premier point, donc, que Mandelstam va chez Dante pour réveiller son fauve littéraire. Ce qui, de fait, par une espèce de transaction secrète, fait de Dante un fauve à son tour. Ce fauve, il est évoqué dans le chapitre 1 de l'entretien sur Dante, dans une magnifique image qui est celle de la parole poétique comme un tapis. Un texte magnifique. La parole poétique est le tissu d'un tapis dont les trames nombreuses ne se distinguent entre elles que par des nuances de teintes dans l'exécution ou grâce à la partition issue des changements perpétuels de l'ordre à l'intérieur de la signalisation instrumentale. C'est pas simplement, mais vous l'aviez montré dans le premier poème que vous avez lu, et la prose aussi, c'est pas simplement un poète du temps, Mandelstam, c'est un poète des processus de spatialisation des espaces qui se forment. Deuxième entrée dans le massif Dante, si j'ose dire, c'est évidemment de vous indiquer que le Dante de Mandelstam, c'est le Dante de l'enfer. C'est-à-dire, c'est en fait la seule partie, à peu de choses près, de la comédie qu'il étudie, c'est l'enfer. Il est passionné par les figures de l'enfer. Il est d'ailleurs passionné aussi par les figures contemporaine de Dante, la question de l'usure, la question du rapport à la possession, à la propriété, et la totalité des passages qui sont cités, qui sont empruntés, qui sont d'ailleurs reproduits dans la traduction de Jean-Claude Schneider dans la version de Jacqueline Risset, sont des passages de l'enfer. Et enfin, et c'est l'essentiel évidemment de cet entretien sur Dante, cette troisième entrée, c'est la question du rythme. C'est-à-dire que ce qu'il trouve chez Dante, c'est une espèce de prédécesseur ou d'interlocuteur à qui il veut adresser sa propre théorie du rythme. C'est une théorie du rythme qui pourrait s'apparenter, si on voulait chercher un équivalent, à la théorie de la marche chez Kleist. Vous vous souvenez de la théorie de la marche sur la progression des idées? C'est-à-dire qu'il dit que chez Dante, et bien sûr c'est un commentaire de la Terzine, le rythme n'est pas du tout un schéma qui se surimpose à la pensée, mais c'est le schéma productif d'idées. Et Dieu sait qu'il prend Dante pour ce qu'il est, c'est-à-dire un immense intellectuel, un philosophe, il y a des commentaires sur la philosophie de Dante, mais ce qui l'intéresse, c'est la manière dont le rythme est producteur d'idées, c'est-à-dire la manière dont justement une musique, une musicalité, une espèce de mouvement des lèvres, une espèce de dictée labiale, produit la pensée. Et c'est vraiment un texte, alors dans votre traduction, tout cela devient parfaitement limpide et profond. C'est un texte sur Dante qui figure à la hauteur des immenses textes sur Dante du XXe siècle, ceux d'Ungaretti, évidemment ceux de T.S. Eliot, etc. Et c'est une contribution, à mon avis, tout à fait singulière, parce que chez Ungaretti ou chez Eliot,
il y a une espèce d'admiration déférente qui rend prudent, mais la déférence prudente, c'est pas du tout le fort de Mandelstam, qui bondit dans Dante comme un fauve, et donc on a vraiment l'impression d'avoir une danse des tigres dans cet entretien. Jacqueline Risset, qui est donc la grande spécialiste de Dante, m'a dit qu'elle avait en permanence l'entretien sur Dante de Mandelstam sur sa table de travail. Et nous avions fait une lecture à deux avec François Graciani, à l'époque où nous enseignions. Justement, elle disait que c'était un texte d'une fraîcheur, d'une perspicacité et d'une nouveauté par rapport à quand même 2 siècles que dénonce Mandelstam lui-même dans cet article, en disant mais enfin on a toujours été victime d'une manière d'encenser, je ne l'ai pas sous les yeux là, d'encenser Dante et d'en faire une ombre trop lourde, alors que c'est une ombre légère. Et il le décrit au fond comme un autoportrait, mais qui est sans doute véridique d'après ce que m'ont dit les spécialistes, c'est-à-dire d'un homme finalement beaucoup plus léger, hésitant, cherchant une ombre qui va, qui vient, qui a peur, qui s'effraie, qui est incroyablement curieux. Et cette fraîcheur du portrait, effectivement, rompt avec 2 siècles de tradition, d'encensement et au fond d'embourbement du personnage de Dante, dont les collègues italianistes ne veulent pas entendre parler, alors que pour Mandelstam, il dit clairement, il est, comme Villon, et au fond, comme lui-même, un roturier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un roturier? Ça veut dire quelqu'un qui ne se définit pas par un environnement ni intellectuel, ni une étiquette, ni sociale, ni intellectuelle, mais quelqu'un qui n'a que lui-même pour se guider et qui a quelques difficultés à se trouver sa place dans la société. Je rappellerai simplement que, certainement, il y a des analogies à faire entre ce XIVe siècle où Dante lui-même est en proie à l'exil et aux persécutions, même dans un autre contexte tout à fait autre, et ce que vit tout de même, non seulement Mandelstam, mais beaucoup d'autres, dans ces années 30 de l'Union soviétique. Je veux dire une petite parenthèse là. À propos de choses que tu as évoquées dans le rapport à Dante, si j'ai bien entendu, je ne serai pas très exact, mais le côté gestuel, postural, mouvement du corps, ça, effectivement, je crois avoir lu il y a fort longtemps, et je ne sais plus du tout où, un contemporain de Mandelstam l'évoquant au moment où il est en train de composer un poème. Il ne se met pas à un bureau, il va chez les autres, il s'étend sur le divan, il est là, c'est tout son corps qui est en train de chercher quelque chose, et ça ne peut pas se chercher comme un fonctionnaire, quoi. Bon. Et ce côté postural, gestuel, dynamique, qui mobilise tout l'être du poète, je retrouvais ça, moi, chez un poète que j'ai quelquefois envie d'associer à Mandelstam, de façon tout à fait subjective, c'est Keats. Voilà. Et je me souviens d'un texte de Keats où Keats raconte comment il a rencontré un jour Coleridge, le vieux Coleridge, poète prestigieux alors que lui est un jeune. Et ce qui retient de Coleridge, c'est sa manière de marcher, de bougonner d'abord, et ensuite de marcher, de se mouvoir dans l'espace. Voilà, c'est ce côté postural, gestuel des plus grands, au fond, des plus directs. Dutly évoque dans la biographie le fait, mais peut-être que vous aurez des renseignements plus précis à me donner là-dessus, qu'apparemment Mandelstam n'écrivait aucun de ses poèmes, qu'il les dictait en marchant, qu'il lui arrivait parfois de les recopier, mais qu'en fait il les disait, il les proférait, et elle les recopiait, ou elle les mémorisait. Oui, à la fin, parce qu'au début, avant qu'il la connaisse, il était déjà un poète. Oui, bien sûr. Il a commencé tout de même. Mais ce qui est certain, c'est qu'au début, il les écrivait lui, alors qu'après, il avait une interdiction d'écrire. La trace écrite, on retournait à l'ère d'avant Gutenberg. D'accord. Mais il a toujours eu quelque chose contre Gutenberg, puisqu'il disait déjà dans les années 20 à ce jeune poète Lipkin, il lui disait « Mais qu'est-ce que vous avez tous à vous plaindre de ne pas être édité ?» Comme si c'était Gutenberg qui devait tout décider. Alors je voudrais lire un petit passage de l'entretien sur Dante qui me semble... disons, révélateur de la manière de Mandelstam. C'est au chapitre 5, et on retrouvera sans doute, vous entendrez dans ces propos, beaucoup des thèmes qui ont fait la trame de nos entretiens. Le temps, pour Dante, c'est le contenu de l'histoire perçu comme un unique acte synchronique. Et à l'inverse, le contenu de l'histoire est la prise de possession en commun du temps.
par ceux qui le façonnent ensemble, l'explorent ensemble, ensemble le découvrent. Dante, un antimoderniste. Son actualité, inépuisable, indénombrable, intarissable. Je saute un petit passage. Le chant 26, consacré à Ulysse et à Diomède, le chant 26 de l'Enfer, nous introduit admirablement dans l'anatomie de l'œil de Dante qui, par une accommodation naturelle qui n'appartient qu'à lui, met à nu la structure même du temps futur, ce que tu évoquais tout à l'heure. Dante possède cette vision de rapace, incapable d'accommoder pour s'orienter à courte distance, bien trop vaste, son terrain de chasse. On peut appliquer à Dante lui-même les paroles de l'orgueilleux Farinata. Noi veggiam come quei che mala luce. Nous voyons comme ceux qui n'ont plus de bons yeux. Ce qui veut dire, nous sommes à même, nous, âmes pécheresses, de voir et de distinguer uniquement l'avenir lointain, ayant pour cet office un don particulier. Nous devenons absolument aveugles dès que devant nous retombent les portes du futur. Et par cette singularité, nous ressemblons à celui qui se bat contre le crépuscule et qui, bien que discernant les objets éloignés, ne déchiffre pas l'environ immédiat. Alors là, évidemment, c'est du contenu, hein, c'est une intelligence très grande du contenu de Dante, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit ? Le rythme des tercets du chant 36 exprime avec force cette ouverture chorégraphique. Ce qui frappe, c'est la suprême insouciance du rythme. Les pieds du vers se plient au mouvement de la valse. Et se già fosse non saria per tempo, così fossei, da che pure serde, che più mi graverà, come più ma tempo. S'il était déjà fait, il ne serait que temps qu'il se fasse, puisqu'il doit se faire, car plus je vieillirai, plus j'en aurai de peine. Pour nous, étrangers, il est difficile de pénétrer le secret ultime d'un vers né dans une autre langue. Nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas le dernier mot. Mais j'ai l'impression que c'est là, et justement là, que réside la flexibilité fascinante de cette langue que seules les oreilles d'un Italien de naissance peuvent saisir à fond. Je veux signaler ici à Marina Tsvetaeva qu'elle commet un lapsus lorsqu'elle parle de la souplesse du langage russe. C'est plein de petites piques, de petits coups de griffe. Hein. C'est vraiment une affaire de fauve, cette affaire. Si vous me permettez, je voudrais citer encore une phrase de Mandelstam, parce qu'en fait, il avait prévu notre réunion de ce soir. Toujours dans son entretien sur Dante, il écrit « Étonnante, à propos de Dante, sa réflexologie de la parole, toute une science encore infondée à l'heure qu'il est, de l'influence spontanée, psychophysiologique du mot sur les interlocuteurs, sur l'assistance, c'est-à-dire les rapports entre vous et nous. »